Ben, je suis née, c'est-à-dire réfugiée espagnole, commandée sur le bateau, comme vous voulez, mais je suis née au Charagon, un quartier de Bolène, un quartier du Charagon. Vous ne connaissez pas Bolène? Ben, c'est du Charagon, ça fait partie de Bolène, voilà. C'était quand? En 1926, et oui, je suis née en ben, j'ai 97 ans, oui, 1926. Oh, que je suis vieille. Quelle horreur. Vous êtes de quel mois? Le 24 juillet, le 26 juillet 1926. C'est bientôt votre anniversaire. Bientôt, oui. Est-ce que vous savez pourquoi vous portez ce prénom? Oui, c'était une tradition dans les familles espagnoles. Les garçons portaient le nom du père et moi je porte le nom de ma grand-mère paternelle, Francisca. Françoise en français, Francisca en espagnol. Voilà. Quel est le plus vieux, le plus lointain ou le premier souvenir que vous ayez? Oh là là, j'habitais dans les Charagons, là où je suis née. J'étais toute petite puisque j'avais mon frère, on a 1 an d'écart. Et je me souviens, je ne savais pas ce que c'était, j'étais quand même jeune, je devais avoir 2 ou 3 ans. Je vois le berceau de mon frère sous la fenêtre, parmi du linge blanc, je vois un truc noir. Parce que quand mon frère est né, il était très bronzé. Et sur le coup, ça m'a choqué. J'ai eu peur. C'était mon frère. Et je ne sais pas, cette teinte-là, il a eu un bronzage naturel, tout, ça vient des origines, parce que ma maman était espagnole, mais ça touchait l'Afrique. Alors, il peut y avoir des... Voilà. Il était plus bronzé que vous? Oh là là, on l'appelait Négus, c'est vous dire, c'était bronzé. Vous aviez combien de frères et sœurs? Un seul? Eh bien, j'ai plus que ma sœur. J'ai perdu mes 2 frères, j'ai plus que ma sœur qui a 85 ans. Vous étiez 4? Oui, 2 garçons et 2 filles, voilà. Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mes parents, alors quand mon papa ils sont arrivés d'Espagne, ben, il a pris tout ce qui lui tombait sous la main. Le plus mauvais travail qui existait sur Bolène, c'était ils travaillaient dans une carrière de pierre. Maintenant c'est des marteaux-piqueurs, mais autrefois c'était au truc. Hein, voilà. Le plus mauvais travail que les Français ne voulaient pas faire. C'est malheureux de parler comme ça. Voilà. À quel moment ils étaient arrivés en France? Il est arrivé juste après 1936, où Franco commençait, parce que je pense que on n'a jamais trop parlé de ça, parce qu'autrefois, avec les parents, ils ne racontaient pas tout. Mais je pense que mon papa a fait le régime Franco parce que sa tête était mise à prix. Voilà. Donc dans les années 30, vous êtes arrivé ici? Oui, en 36, ben en 26. En 26, et j'avais dit en 1936, la guerre civile espagnole, j'avais 10 ans. Voilà. Donc vous êtes arrivé l'année de votre naissance? Oui. D'accord. Ok. Et d'où vous étiez originaire en Espagne? De quelle... Province d'Almeria, sur la côte. Tout au sud, c'est ça? Oui, oui, oui. Oh, ma maman, oui, c'était une femme de la campagne surtout. Voilà. La maison, ça ne l'intéressait pas. Elle était toujours dans les terres, dans les bois, elle travaillait. C'était une femme de la terre, de la campagne. Et c'est ma grand-mère paternelle qui nous a élevés. Est-ce que vous savez un petit peu quel a été ce voyage, comment ils sont arrivés jusqu'ici? Oh là là, c'est au fond de la cale, comme on dit, les dernières... Voilà, ils sont venus ici. D'abord, il y a une histoire, parce que mon grand-père maternel était venu pendant la guerre de 14. Vous savez que il y avait beaucoup, on faisait appel à beaucoup de main-d'œuvre étrangère pour travailler dans les mines de Saint-Étienne. Et en 14, il est venu travailler là, et il avait conservé un bon souvenir de la France. C'est pour ça qu'on aurait pu, beaucoup d'Espagnols qui sont partis en même temps qu'eux, beaucoup sont partis au Brésil, et beaucoup se sont arrêtés dans le Midi, quoi. Voilà. Pourquoi Bolène précisément? Parce qu'il y avait du Eh boulot? bien, mais je ne sais pas. Aucune idée. Personne ne les a axés sur Bolène. Je pense que c'est peut-être l'ambiance qui leur a plu, je ne sais pas, les gens. Je ne sais pas du tout, ça je ne sais pas. Est-ce que vous avez, j'imagine, un souvenir de la maison familiale? La maison familiale, oh là là, le ménage était vite fait. On n'avait pas de...
Si, on n'avait pas de lit. Alors le soir, ma grand-mère avait fait un matelas avec des trucs de maïs. Et on mettait le matelas par terre, on prenait les chaises, on les renversait, ça faisait l'oreiller, ça faisait tout, et on couchait tous par terre, comme ça, là. Ah, ben oui, c'est une maison d'autrefois, tout à fait. Pas une masure, si vous voulez, mais presque. Autrefois, les maisons n'étaient pas entretenues comme maintenant. Hein. Donc vous dormiez dans la même pièce Dans la même pièce, il n'y avait ni eau, d'électricité, bien entendu, que ça n'existait pas, et voilà. Tout à fait ce qu'il fallait pour vivre, voilà. Très spartiate. Oui, c'est pour ça que c'est pour ça que les enfants, mes filles me disent, mais comment ça se fait que tu as un caractère si trempé? Je pense que j'ai beaucoup souffert, je pense, dans mon enfance. Et ça, on en garde des séquelles. Malgré soi. Vous avez souffert du confort et... Ah, du confort et peut-être même de la faim, je pense. Parce que tout était compté et limité. Hein. Et c'était une époque où il n'y avait rien. Et puis, en plus de ça, mon papa, il avait son père et sa mère à sa charge. Ils les avaient emmenés avec eux, avec lui. Et les grands-parents de votre maman? Alors là, c'est une autre histoire. Ma maman était fâchée avec sa famille, pour des raisons que j'ignore. Ça fait que j'ai jamais eu aucun contact réel avec la famille du côté de ma maman, jusqu'à ce que mon fils, qui était médecin à Bolène, il est décédé, et c'était le médecin de toute la famille. Alors là, lui a renoué des liens, mais moi, comme je ne connaissais pas, ça ne m'intéressait pas du tout. Ouais, voilà. Je reviens un petit peu sur cette maison-là. Comment on pouvait se chauffer, par exemple? Oh, mais non. Se chauffer, mon Dieu. Alors, se chauffer, ben, là, on me posait une colle, parce que je me rappelle. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu du feu. Pourtant, quand même, on devait bien se chauffer. Un poêle à bois, peut-être. Mais je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Vous mangez chaud, quand même? Oui. Bon, je ne sais pas ce qu'on mangeait. C'est pas très terrible, mais bref, c'est comme ça. Vous n'avez pas souvenir des menus, de ce qu'on pouvait... Oula, je pense, c'était saisonnier, parce qu'en plus de ça, ben, ils avaient un petit potager, là. Ben, on mangeait, c'était les tomates, on devait manger des tomates le matin jusqu'au soir, des tomates. Après, c'était les haricots, et ainsi de suite. Mais la viande, je n'ai pas souvenir d'avoir mangé de la viande toute jeune. Hein. Je ne connais pas, je ne sais pas. Votre maman n'avait pas... Enfin, je dis votre maman parce que c'était habituellement les femmes qui cuisinaient. Oui. Est-ce qu'elle avait peut-être une spécialité, ou votre grand-mère? Non, c'est ma grand-mère. Alors, ma grand-mère, elle essayait, voilà, le plus qu'elle nous faisait manger, c'était des pois chiches. Voilà. Beaucoup de pois chiches. Elle faisait avec ce qu'elle pouvait, des pois chiches, elle faisait des ratatouilles, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, ça. Par contre, si la seule viande qu'on mangeait, mon papa était chasseur. Alors, quand c'était la période de la chasse, on mangeait des lapins. Voilà. Thomas, je n'ai pas souvenir, moi, d'un beefsteak, tout ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne savais pas ce que c'était. Et le poisson, encore moins. Parce qu'on dit, mais le poisson, c'était très cher. C'était un truc rare pour les gens qui mangeaient du poisson. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Des desserts, peut-être? Un peu de fruits? Dessert? Non, ça n'existait pas chez nous. Il y avait un plat unique. Ben, si on avait un petit jardin, ben, nous on avait un abricotier, c'était les abricots. Après, les abricots finis, c'est bien simple. Vous savez quand est-ce que je me suis rendue, que j'ai connu les oranges? Ben, ma grand-mère avait été hospitalisée à l'hôpital. Et ben, on porte ces oranges. Moi, ça m'intriguait, ça. Et c'est là que j'ai découvert les oranges. Je ne savais pas que ça existait. D'abord, moi, dans ma petite enfance, je n'ai jamais eu de Noël. Noël, je ne savais pas que ça existait. Pour moi, c'était... Voilà. Je n'en ai pas souffert parce que je ne savais pas que ça existait. Vous savez, la pauvreté, mais une pauvreté, mon papa était assez fier. Pas trop le montrer, mais très pauvre quand même. Hein. Très pauvre. Voilà. Les vêtements passés, filles ou garçons, de l'un à l'autre. La couleur, ma foi, c'était juste, je ne sais pas ce que... Voilà. Misérable, vous voyez, voilà. Mais c'est vrai, misérable, voilà. Justement, vous vous souvenez un petit peu des tenues ou Oh là, des des tenues, mon Dieu, ah ben là, aucune idée. Alors les chaussures, on appelait ça des patins, je sais pas que. C'était aussi bien garçons et filles.
C'était des genres de chaussures. C'était la plupart du temps c'était du bois qui me compressait le pied, petit ou grand, on les passait du frère à la sœur. Voilà. Je vous dis la réalité. Et certainement, j'en oubliais des meilleurs, hein, mon Dieu. Quel souvenir avec cette enfance-là, quel souvenir, quelle image vous gardez aujourd'hui de vos parents? De mes parents, ma maman, c'est pas elle qui menait la maison, c'était mon papa. Mon papa, il avait rien, mais c'était un homme comme ça. C'était comme ça et comme ça. Ça, je me souviens. On se mettait à table, on mangeait je ne sais pas quoi, mais il fallait respecter la nourriture. Hein. Mon papa nous disait, je ne veux pas entendre un seul mot, parce que la nourriture, c'est difficile à gagner, appréciez ce que vous avez dans vos assiettes. Et c'est une chose que j'ai toujours mis en pratique et que je pratique encore maintenant. Des fois, je le regrette, parce que comme je ne peux plus me faire la cuisine, j'ai le portage qu'on appelle. Il y a des jours, c'est plus ou moins bon. Enfin, entre nous, ça dit, c'est plutôt plus mauvais qu'autre chose. Bien fait. Et des fois, je me surprends à jeter des trucs. Oui, mais j'ai pas de bête, j'ai un chat, mais il ne mange que des croquettes. Voilà. C'est ça. Le plus qui me fait de la peine, c'est quand je jette du pain, parce que le pain, c'était sacré pour nous. Mais le pain, vous l'achetez aujourd'hui, demain, il est dur, on ne peut plus le manger. À l'époque, je me rappelle, ma maman, elle achetait du pain, elle achetait des grosses miches de pain, mais ça durait 15 jours dans un sac qu'elle mettait je ne sais pas où. On mangeait du pain de 15 jours, il était très bon. Vous arrivez, même s'il était dur, à le... Ah, on le mangeait, hein. Le pain, c'était ça, on mangeait le pain. Vous vous souvenez peut-être s'il y avait du vin sur la table, votre papa buvait un petit peu ou... Non, je pense que tout était, le peu qu'il y avait c'était de côté, ce qu'on devait manger à ce repas précis, c'était déjà sur la table, il n'y avait pas trop de choses, hein, voilà, c'était bon. C'était calculé comme ça. Votre maman, par rapport à votre maman, c'était une femme... De la campagne. Elle, elle nous aimait, bien entendu, mais non, elle s'était complètement déchargée sur ma grand-mère paternelle, pour l'éducation et tout. Justement, l'éducation? Si, eh bien, je vous coupe là. Je suis une personne, j'ai beaucoup lu dans ma vie et je lis beaucoup. Et ma grand-mère, qui était réfugiée espagnole, c'est dommage qu'on ne parlait pas assez autrefois. Ça devait être une femme d'un certain rang, parce qu'elle s'était fait suivre des revues espagnoles qu'elle lisait là-bas en Espagne, en France. Alors donc, voilà. Alors, elle me lisait des histoires en espagnol, que je comprenais très bien. C'est elle qui m'a donné le goût de la lecture. Et la lecture, c'est important. Hein. Pourquoi ça? La lecture, c'est ma vie. J'ai tout appris par les livres. J'ai une bibliothèque, j'ai des livres. Je ne peux pas vous dire le nombre de livres incalculables que j'ai lus. Ça m'apporte... je m'évade un peu, voilà. C'est un peu les livres, voilà. Je rebondis sur ce que vous avez dit par rapport à la lecture des revues espagnoles de votre Oui. grand-mère. Qu'est-ce qu'on parlait dans la famille? Est-ce qu'on parlait l'espagnol ou... L'espagnol, complètement espagnol. Oui. C'était un patois peut-être? Alors ma maman, elle parle, c'était ni espagnol, je ne sais pas trop ce qu'elle parlait à la fin, mais on parlait, c'était le castillan qu'on appelle, l'espagnol quoi. Et alors autrefois c'est péjoratif, parce que je me souviens, j'ai jamais su à quel titre, pourquoi. Alors si on voulait blesser quelqu'un, on disait oh c'est un homme de la Castille. Et c'était péjoratif, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà. Les Castillans ont été mis de côté un peu. Vos parents parlaient français un petit peu quand ils sont arrivés ici ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Mon papa a vite appris, lui, parce qu'il était assez... Oui. Il a travaillé dans les usines, tout ça, il a été tout de suite en contact. Oui. Il avait même réussi à apprendre un peu, à écrire un peu. Voilà. Vos grands-parents paternels, comment ils étaient avec vous? Oh, très gentil. Très gentil. Oh, j'avais ma grand-mère, c'était... Elle m'a tout appris, tout ce que je sais. La cuisine, le goût de la nature, me promener, maintenant je ne peux plus, ramasser des fleurs. Elle ramassait les simples, vous savez ce que c'est les simples? Les simples, eh bien, c'est des herbes que quand on ne connaît pas, il vaut mieux pas chercher rien. Mais c'est des simples, ce sont des plantes qui soignent. Elle nous soignait par les plantes. Elle avait ce don-là. Elle ne soignait qu'avec... Moi, toute petite, je n'ai pas souvenir d'avoir de médecin, non. Elle ne soignait qu'avec des plantes.
Voilà. Quand on regarde aujourd'hui, c'est vrai que mes grands-parents, par exemple, ont Oui. un pilulier Oui. avec des médicaments. Oui, tout ça. oui, moi aussi, mais je sais. Ça fait peur et presque. On se demande même si c'est utile, quelque part. Je me demande même si on ne fait pas la fortune des laboratoires, de je ne sais pas quoi. Hein. C'est vrai, hein, ce que je dis. À l'époque, comment on se soignait? Est-ce qu'on se soignait d'ailleurs Oh, alors là, une anecdote, vous savez, il y avait le marché sur une grande foire sur Bolène. Et je me rappelle, moi j'ai vu un arracheur de dents public. Ah oui, tandis qu'une estrade, vous savez, le bonhomme il était là, vous aviez mal aux dents, vous arrachez avec une tenaille, je sais pas quoi, toc la dent, le bonhomme il partait, mais c'est bon, hein. C'était ça, l'arracheur de dents public. Moi j'ai connu ça. C'est pas forcément. Non, non, c'est pour vous expliquer comment la vie a pu changer. Le médecin, justement, il ne se rendait pas beaucoup dans les familles. Non, moi je ne connaissais pas, d'abord nous on n'avait pas de médecin, hein. Non, non. Non, non, je ne savais pas ce que c'était mon docteur. Et puis on n'en avait pas l'utilité. Je ne sais pas, peut-être, voilà, je pense que quand même, comme on avait une nourriture assez pauvre, c'est le régime grec sans le vouloir, vous comprenez? Si, on avait droit à un petit peu d'huile. Ah oui, il ne faut pas oublier l'huile d'olive. Vous savez, quand on parle du régime grec, il faut pas en rigoler parce que c'est vrai. Ma grand-mère, tous les matins, elle nous donnait une petite cuillère à café d'huile d'olive. Peut-être que ça y fait, parce qu'il y a un nombre incalculable de centenaires. Hein. Comme fortifiant, c'est ça pour. Voilà, oui. On tombait malade quelquefois ou c'était rare Non, quand on était malade, il n'y a pas on mourait. Voilà. Si c'était grave, un virus, une épidémie, on ne savait pas ce que c'était que les virus, il devait y en avoir, forcément. Mais non, si on était un peu déficient, s'il n'y avait pas une propreté, parce que voilà, il faut parler de la propreté aussi, hein, parce que les gens n'étaient pas propres. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas les moyens. Il n'y avait pas de savon, c'était tout compté, c'était tout limité. D'abord, il n'y avait pas d'eau, il fallait aller chercher l'eau où elle se trouvait. Et voilà. Justement, quelles étaient vos toilettes? Pour faire la toilette? Oui. De l'eau froide. Oui, de l'eau froide, hein, ça passe l'eau chaude, ça passe que c'était. L'eau froide tout le temps, hiver comme été. Vous allez la chercher pour. Ah oui. On allait chercher l'eau. C'était une corvée. Alors, je me rappelle, c'est qu'un arrosoir, hein. Alors, moi, je le mettais sur le truc, là. Alors, au lieu de mettre. Alors, comme ça fait qu'en tirant mon arrosoir, je recevais presque toute l'eau. Et j'arrivais chez moi, j'avais plus que la moitié et je retournais. Parce que on avait des corvées bien tracées et bien limitées. Et il fallait les faire. Mon père, là-dessus, il était intransigeant. Quels étaient les vôtres? Ah ben, les vôtres. Ah ben, moi, je sciais du bois avec mon frère. Je sciais du bois. D'abord, j'allais à la montagne tous les jeudis avec mon grand-père paternel pour chercher du bois pour s'allumer, pour se chauffer et pour faire la cuisine. L'eau, qu'est-ce que je faisais? Je m'occupais de mon frère. Pas petite chose, toute la journée pendue à mon bras là. C'était pas, on avait un an d'écart, c'était presque mon jumeau, mais j'étais toujours dans mes basques. Voilà. Beaucoup de corvées pour un enfant, je trouve. Ouais. L'eau était loin, justement Ah oui, mais si vous étiez à côté, ça allait, mais si vous étiez loin, ben, tant pis pour vous. Hein. Vous aviez qu'habiter à côté. Et justement, pour se laver, c'était quoi? C'était une fois semaine ou c'était vraiment la petite toilette tous les jours ou le bain? Mais pas de bain. Hein. Dans quoi on se serait baigné? Une bassine ou je sais pas. Mais non. Ah si, attendez. Mon papa, il avait coupé un demi-tonneau, je crois, un tonneau. Mais comment ça se fait que ce tonneau, on le remplissait d'eau et l'eau ne partait pas? Le vin, ça ne va pas. Si, voilà. Ça, oui. Alors, je commençais la première souvent, mais la fois d'après, c'est mon frère qui voulait commencer le premier parce qu'on se lavait chacun dans la même eau. Ça arrivait que vous chamailliez, que vous... Ah oui, beaucoup. Oui, on ne se rendait pas compte que j'étais une fille, vous savez, voilà. J'ai été élevée un peu comme un garçon. Voilà. Toujours dans les bois, courir dans les bois, à me trouver dans des endroits impossibles. Je me suis trouvée dans des endroits où moi-même,
J'ai du mal à le croire. J'étais toujours... Alors ma maman, elle était tranquille, parce que d'abord elle était dans les champs, et ma grand-mère, ouais, j'avais quand même une certaine liberté, parce que les enfants étaient beaucoup plus libres que maintenant. Les enfants étaient plus heureux, ils étaient dehors, en pleine nature, mais moi j'étais toujours dans Bolène, sur la place de la mairie. C'est un événement important qui se passe, c'est toujours sur la place de la mairie. Donc moi j'étais toujours sur cette place de la mairie. Alors j'ai assisté à beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai vu? L'inauguration des galeries au Berry, l'hôpital de Bolène. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Bon, j'en ai vu des trucs. Hein. Est-ce qu'il arrivait que vos parents vous grondaient ou lèvent la main peut-être sur vous? Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Si ma maman, quand on l'embêtait trop, elle quittait sa pantoufle, elle faisait semblant, mais nous on courait plus qu'elle. Alors on atterrissait dans la rue. Alors les Français à côté, ils étaient les Espagnols qui se battent. C'est pas vrai, on n'a jamais été battus. Jamais, jamais. Je ne sais pas ce que c'est qu'une fessée. Parce qu'on était. Peut-être que si on avait fait des écarts, mon père avait. Non, 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 jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais la main sur nous. Je voulais vous demander aussi, est-ce qu'il y avait des facilités, comme le coiffeur par exemple? Non, bon, le coiffeur, ah non, ça n'existait pas. Le coiffeur, on vous mettait une grande bol sur la tête. Vous savez, ces bols bretons grands sur la tête, et puis on coupait tout autour. C'était la mode, maintenant on se coiffe un peu. Puis les garçons, non, on devait être laid. Mais tout le monde était à la même enseigne, alors on ne se rendait pas compte. Quand même, déjà, il y avait des gens qui étaient bien mieux nantis, vous voyez ce que je veux dire? Mais, enfin, tout au moins chez moi, il n'y avait pas de jalousie. Mon papa nous disait, je ne veux pas que vous soyez jaloux du voisin, de ci, de ça. Moi, je fais ce que je peux, contentez-vous toute votre vie de ce que vous avez, et vous ne serez pas malheureux. Et je m'en suis tenue à ça. Vous témoignez, vous montrez quand même des marques de tendresse et d'affection. Ah oui, 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 c'était la sécurité. D'abord, dès qu'on avait un problème, une fois, on s'amusait comme des fous dans les bois, mais dès qu'on rentrait dans la maison, on se sentait protégé, parce que sûrement qu'on faisait beaucoup de bêtises dans la journée. Moi, j'en ai beaucoup fait, mais chez moi, je me sentais rassurée et tranquille. J'étais chez moi, dans ma maison, voilà. Quelles bêtises vous pouviez faire? Oh là là. Moi, je sautais, je me rappelle, d'un truc très haut, alors que je ne savais pas nager. Pas du tout. Qu'est-ce que j'en ai fait, mon Dieu, c'est incroyable ce que j'ai fait. J'étais trop. Je ne sais pas, j'avais mon frère et j'aurais aimé que mon frère soit un peu aventurier. J'avais des idées très avancées. Et il n'était pas. C'était un pot de colle. Alors moi, je faisais tout ce que mon frère aurait dû faire. Voilà. Il était toujours avec vous? Ah, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le vrai pot de colle, voilà. Mais justement, comment vous avez appris à nager? Mais c'est que je ne sais pas nager. Et puis en plus de ça, j'ai une peur terrible de l'eau. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'y pensais, cette nuit, parce que j'ai pensé que c'était des questions que vous allez me poser. La peur terrible que j'ai, une peur viscérale de l'eau. Alors si voilà, il existe toujours un réservoir d'eau, vous savez. Et ce réservoir d'eau, il n'était pas loin de là où j'habitais. Et le bonhomme, un bonhomme qui venait contrôler. Et un jour, il laisse la porte entrouverte. Et curieuse de comme j'étais, je rentre dedans. Alors, je vois cette étendue d'eau. la peur de ma vie tétanisée. J'aurais pu tomber dans l'eau, tellement que ça m'a. Et puis, à tel point qu'après j'ai été foraine, vous savez ce que c'est les forains? J'avais un manège d'enfants sur les places publiques. Et bien, quand il me fallait aller chercher de l'eau le soir, quelqu'un m'accompagnait, sinon je n'y allais pas. Et j'ai toujours conservé cette peur de l'eau. Alors que mon fils, il plongeait en apnée sans bouteille ni rien. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça vient, toutes les peurs qu'on peut avoir après adulte, ça vient de la petite enfance, je pense. Des choses qu'on a eues, dont on ne se souvient pas, mais qui nous ont marqués. Quelles étaient vos distractions en tant qu'enfant? Est-ce que, à côté de toutes les tâches que vous deviez effectuer, vous aviez des amusements? Non, on avait les amusements qu'on se créait. D'abord, on n'avait pas de jouets. Les jouets, ça n'existait pas. Alors, on s'amusait aux billes. Vous savez, les billes, vous savez ce que c'est? Eh bien, nous, pour nos billes, c'était la saison des abricots, c'était les noyaux d'abricots. C'était ça.
Voilà. Non, on n'avait pas. Moi, les jouets chez moi, ça, je ne sais pas ce que c'est. Les jouets, je ne sais pas. Vous étiez tout le temps dehors finalement. Comment? Vous étiez tout le temps dehors. Dehors. Ma vie s'est passée dehors, moi. Est-ce que vous disposiez peut-être de la radio? La radio? Vous l'avez Mais pas? non, Vous avez- non. Oula. Le premier poste qu'on a vu, après j'étais beaucoup plus grande, c'était à l'Occupation, un poste de TSF immense là, qu'on écoutait Radio Londres, le général de Gaulle. Mais non, on n'avait rien. J'essaie de rien oublier parce que... Peut-être j'en dis trop, non? Non, c'est très bien, c'est très très bien. Par rapport à la musique non plus, donc vous n'écoutiez pas de musique, il n'y avait pas des... Rien, rien, non. Non, aucune. Bon, la seule distinction, s'il y avait un patronage, c'est un patronage. Mais un patronage, c'est plutôt. Mais mon papa, il était communiste, il était ce qu'il était, moi j'ai pas honte de le dire. Mais c'était un vrai communiste, c'était pas un fou de maintenant, hein, c'est comme ça. Et bien, moi j'y allais, mais il me dit, mais d'où tu sors toi? Ben, je dis, moi je viens là. Vous savez pourquoi j'y allais? Pour la tartine de pain et la barre de chocolat de 4. J'aurais pas manqué ça pour tout l'or du monde. Par rapport à l'école, vous aimiez ça? Oh là là, j'adorais l'école. L'école, ça me faisait échapper de toutes les corvées. J'étais jamais autant heureuse que quand je prenais le chemin de l'école. Et j'ai toujours adoré l'école. Et c'est là que je me suis dit quand même, c'est un endroit où si tu veux sortir de ta misère, parce que je savais que mes parents étaient très misérables, j'ai dit, tu n'as pas le choix, il faut que tu apprennes à lire et à écrire comme il faut pour t'en sortir. Voilà. Ça, vous l'avez compris. Ah oui, et puis sans me flatter, j'étais une très bonne élève. Et puis malheureusement, il y a eu la guerre, ça s'est arrêté après le certificat d'études. Parce qu'après, c'était la déclaration de guerre. Vous l'avez passé quand même le certificat? Oui, j'avais mon certificat d'études. Et à l'époque, maintenant ça ne représente rien, hein. Mais autrefois, le certificat d'études, c'était très important. Hein. Il y avait une matière peut-être en particulier qui vous plaisait à l'école? Moi, j'aimais presque tout. La seule chose que j'aimais pas trop, c'était la physique, tout ça. Je le faisais, mais ça m'intéressait. J'aimais beaucoup la géographie, parce que déjà, on parlait de l'Afrique, les grandes étendues sauvages, tout ça. Voilà. Vous avez déjà été puni? Comment? Vous avez déjà été puni à l'école? Jamais. Non. Au contraire, une anecdote, je me rappelle, après le certificat d'études, on rentre dans la classe d'après, et comme j'avais des engelures, vous savez ce que c'est les engelures au pied là? Et bien, alors j'avais toujours des chaussures, hiver comme été, des pantoufles, que ma maman me coupait pour me laisser un peu les pieds à l'air, parce que sinon, ça saignait, ça faisait des crevasses. Alors j'arrivais là, comme ça, là, une blouse propre, mais elle était comme elle était. Hein. Alors, il me fait comme ça, monsieur Blanc, il me fait comme ça. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'il te veut? Il m'avait mis le premier bureau devant le maître, il m'avait bien casé là. Alors j'avais toute la carte sur le dos, alors que j'avais rien demandé et que j'avais rien fait. Et bien, heureusement que j'étais capable de me défendre, hein, surtout avec les mots. Mais j'avais toute la classe sur le dos. J'étais espagnole, qu'est-ce que je venais faire là-dedans? Les embêter. Hein. Vous n'avez pas eu de difficulté justement pour vous intégrer en tant qu'espagnol? Oh, non, moi personnellement, parce que je vais vous dire, moi je suis espagnole de sang, mais je suis française avant tout. Voilà. Parce que justement, mon papa, ça a été le premier de la communauté espagnole qui était ici sur Bolène, à se faire naturaliser français. Et quand il s'est fait naturaliser français, il a été critiqué par toute la communauté. Alors il leur a dit, écoutez, moi je suis sur le territoire français, c'est la France qui me fait manger, et j'ai mes 2 enfants, au lieu de les envoyer en Espagne faire leur régiment en Espagne, ils vont faire leur régiment en France. Ça fait qu'automatiquement, on a été français. Voilà. Vous ne parliez pas forcément très bien le français, j'imagine, au départ, quand vous êtes arrivé, enfin, vos parents ne vous enseignaient pas forcément le français. Est-ce que l'école... Ah oui, mais j'ai tout de suite, j'apprenais facilement. Si. Moi, ça ne m'a jamais posé de problème. Jamais. Je sais que par rapport aux Italiens, il y avait quand même quelques discriminations à l'école. Les enfants étaient un peu rejetés. Oui, mais il fallait se défendre. Voilà. Il fallait se défendre. Vous vous défendiez alors? Oh là là, bec et ongle.
Je ne me laissais pas faire, moi. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on pouvait vous dire, par exemple? Ça, l'espagnol, vous comprenez le patois. Ça veut dire ça, l'espagnol, retourne chez toi, qu'est-ce qu'il nous mange tomate. Pas des mots injurieux, pas des mots cochons, si vous voulez, comme maintenant on peut se dire. Mais quand même, qui pour l'époque était assez. Moi, je m'en foutais, elle nous dit tu peux toujours parler, ouais, c'est bon. Vous aviez des amis à l'école? Oui, oui. Ben, j'en avais. Si, j'en avais pas mal. Les amis que j'avais, ils espéraient qu'en étant à côté de moi, ils allaient avoir un petit peu des trucs, mais beaucoup de jalousie. Parce que, à partir du moment où c'était une école mixte, le plus qui était jaloux, c'était les garçons. Par rapport à vous? Oui, 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 les garçons. Les garçons ne supportaient pas qu'une fille passe devant un garçon dans la classe, c'est bon. Voilà. Les institutrices ou instituteurs avec vous, comment ils se Oh, très gentils, très très gentils. Ils avaient compris que moi j'étais à l'école, que je voulais apprendre. Je n'étais pas là pour bailler aux corneilles, j'étais là pour apprendre. Vous avez votre cartable, j'imagine. Ah oui, mon cartable, c'est ma grand-mère qui m'avait fait, maintenant il serait à la mode, avec un morceau de sac de pommes de terre. Elle m'avait fait un sac. Ah, maintenant il serait à la mode, je vous assure. Voilà. Et puis j'avais comme chaussure, ben ça alors, j'étais habillée de toutes les. Ma grand-mère savait faire les chaussures, elle tressait le raffia. Et elle m'avait fait des chaussures en raffia dessus. Et un monsieur qu'elle connaissait m'avait fait une semelle en bois, alors j'avais toujours des chaussures. Ça, c'est des souvenirs, c'est vrai. Ça, c'est des souvenirs qui marquent, hein. C'est vrai. Vous avez votre certificat du coup, donc en 1939, quand la guerre a éclaté. Oui, vous voilà, avez 13 oui, ans, oui. c'est ça? Oui, 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 oui. Oui, je me rappelle quand ça, oui. Oh, j'en ai pleuré parce que moi, je voulais continuer. Je voulais continuer de toute façon. Je ne sais pas, mes parents n'auraient pas eu le moyen, je pense. Parce qu'il n'y avait pas de bourse comme il y a maintenant, et il n'y avait rien, hein. C'est vrai. Si vraiment on voulait apprendre, c'est que vraiment on voulait le faire. Il n'y avait pas des aides. Il n'y avait que les enfants qui étaient nantis, les parents avaient de l'argent, c'était autre chose. Vous vouliez poursuivre? Ah oui, j'aurais aimé, oulala. C'était C'est bien simple, je devais être très jeune. Un jour, je vais au dispensaire, c'était la Croix-Rouge, et j'étais toute petite, je leur dis, moi je veux rentrer dans la Croix-Rouge, des trucs comme ça. La réponse, je ne la connais plus, mais je me rappelle, mais moi j'avais un culot, c'était ce que je demandais, c'était pas, je demandais quelque chose, voilà. Voilà, ça me souvient. Vous auriez voulu étudier? Oui, j'aurais aimé beaucoup apprendre. Et comme je n'ai pas pu apprendre à l'école, je l'ai appris ensuite par la lecture. Parce que, si vous voulez, je peux vous faire ma chambre est tapissée de livres. Maintenant, j'ai oublié, mais je peux vous parler de Hervé Bazin, de Marcel Pagnol. J'ai lu tous les livres. Maintenant, je les relis parce que je les découvre un peu. Parce que forcément, un livre, quand on lit la première fois, il y a des trucs qui vous échappent, et à la deuxième ou la troisième lecture, on comprend mieux. Mais je relis avec plaisir les livres d'autrefois. Tous les soirs, je m'endors en lisant. Vous avez eu un livre favori, préféré? Un livre qui vous a marqué, du moins? Mon livre, les premiers livres qui m'ont marqué, qu'est-ce que c'était? Sans famille, parce que c'était triste. Oui, c'était triste, et puis c'était sans famille, ces enfants qui étaient pauvres comme ça, là, sans famille. J'ai lu tous les livres de Victor Hugo. Je ne peux pas vous dire, j'avais pas de. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Voilà. Après, j'ai fait un choix. Après, j'étais abonnée à France Loisirs, qu'on appelle, voilà. J'aimais tout, ouais, beaucoup lu. Pour revenir à la guerre, est-ce que vous avez un souvenir du début de la guerre? Du début de la guerre, voilà, le début de la guerre, que je ne confonde pas. Mais au début, on ne savait pas trop ce que c'était, nous on entendait la guerre, tout ça. Mais on a mis un peu de temps à comprendre quand même. Et puis après, par la suite, on a eu l'occupation allemande quand même. Parce que, voilà, je ne sais pas pourquoi, Bolène, c'était marqué en encre rouge. Ça l'est toujours, hein. J'ai jamais su pourquoi, parce que j'ai les livres sur l'histoire de Bolène. Bolène était toujours
Alors, ça vient de très très loin. Et, hum, et là, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je vous disais? Par rapport à la guerre, Oui, par rapport à la au début guerre. de la guerre. Oui, le début de la guerre. Ben oui, bon, au début, on ne savait pas trop, oui, mais après, on a eu l'occupation allemande. On a été occupé par les Allemands, terrible. Là, c'était une très mauvaise, parce qu'on avait le PC, ils étaient sur place. Alors le soir, ils passaient dans les rues, et s'ils voyaient de la lumière, ils tiraient en l'air. Ils tiraient en l'air, mais pourquoi ils n'auraient pas tiré comme il faut, hein? Voilà. Si, il y a eu beaucoup. Et puis il s'est passé. Et puis justement, à cette suite-là, après, il y a eu le maquis sur Bolène. Hein. Le maquis, celui qui devait devenir mon mari plus tard, c'était un maquisard. Et tous les jeunes de mon quartier étaient partis au maquis. Et c'est moi qui faisais le relais, l'intermédiaire. De temps en temps, ils venaient voir ce qui se passait. Parce que quand ils sont partis au maquis, ils sont vraiment partis à l'aventure. Hein, parce qu'ils n'avaient absolument rien. Et voilà, au début, le maquis, c'était surtout un parti communiste. Alors il y a eu beaucoup de réfugiés espagnols qui sont partis, et voilà, je les connaissais tous. Et un jour, ça va un peu plus loin, il y avait un monsieur qui habitait dans les Charagons, un monsieur que je connaissais très bien, et qui était le contremaître d'usine de mon papa. Voilà, et moi j'allais à cette époque-là, j'apprenais à coudre, et je prenais un chemin, et ce monsieur, un jour, derrière moi, mais moi je le connaissais, je n'y ai pas porté cas, 2 fois, 3 fois, et la 3e fois, il m'accoste. Ah, petite, tu sais, il faut que tu me renseignes, hein, parce qu'il faut que tu me dises où se trouve le maquis depuis pour les aider. C'était faux, ils ne voulaient pas les aider. C'était un indique qu'on appelait à l'époque. Et voilà, alors 2 ou 3 fois, et puis alors, après, il a fini par me faire peur, et un jour, je le dis à mon père, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a dû foutre une raclée pas possible, il m'a plus importuné. Comment vous saviez qu'il mentait? Parce qu'il essayait de me tirer les verres du nez, c'était trop mielleux, trop. Mais moi, c'était le contremaître de mon papa, je lui faisais confiance, mais après, j'ai trouvé ça un peu trop. Il me faisait trop de questions, voilà. Ça vous avait mis la puce à Et l'oreille. voilà. Mais il savait quand même que j'étais en rapport avec le maquis. Parce que j'ai longtemps servi de relais. Alors justement, est-ce que vous pouvez me parler de ça? Ça consistait en quoi, le relais? C'est-à-dire, Finalement, à pas grand-chose, parce que qu'est-ce qu'il y avait à défendre? Ils n'avaient rien. La plupart du temps, quand ils partaient, ils n'avaient même pas de fusil, ils avaient rien du tout. Hein. Des fois, essayer de renseigner sur les positions allemandes qui étaient à Bolène. Je ne me rappelle pas trop par qui j'avais des connaissances. C'est-à-dire, comme j'étais toujours à droite et à gauche, je posais des questions. Et voilà. Puis, ils m'avaient choisi moi, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils savaient que j'étais culottée, que j'avais peur de rien, puis c'est bon, je pense. et votre papa et votre maman, qu'est-ce qu'ils en disent? Mais ils ne le savaient pas, hein. C'est bien simple. Le jour où les premiers tanks, on ne savait pas que c'est un tank canadien qui est rentré sur... Mais tout ça, on ne le savait pas. Bon, on entendait une grosse fusillade, on ne savait pas trop ce que c'était. Les Allemands, à vélo, ils couraient un peu de partout, éparpillés dans les bois, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et à cette époque-là, je connaissais 2 personnes, 2 communistes, pas des trop courageux. Alors il y en a un que je connaissais bien, il me dit, écoute, toi, petite, que tu connais bien les Charagons, essaye de te renseigner pour savoir ce truc-là. Et me voilà partie dans les bois Charagons, là. Mais je vais jusqu'au bout, là. Et puis d'un seul coup, un bruit un tank, quoi. Oh là là, je regarde. Mais j'ai vu tout de suite, j'ai dit, il n'y a pas la croix gammée, ça ne peut pas être des Allemands. C'était un tank canadien. Alors, ils m'ont aperçu, ils m'ont fait signe, ils voulaient simplement que je monte. Moi, j'ai eu peur, j'ai marché à côté d'eux, mais je ne sais pas monter. Et j'aurais pu faire l'entrée d'Ambolène triomphale sur un tank canadien. Parce que là, il y a des photos, tout ça, c'est mémorable. C'était la Libération, ça, alors? La libération de Bolène, oui. Mais j'ai été mêlée à des choses impensables. Je me suis trouvée dans des situations, des fois, que je me demande comment je me suis sortie. C'est que j'ai eu de la chance parce que tout ce que j'ai fait, j'aurais dû mourir au moins 100 fois. C'est vrai. Pourtant, remarquez, après on a eu les Polonais.
Les Polonais, c'était... On ne sait pas trop ce qu'ils étaient, les Polonais, on ne sait pas trop là. Et puis alors après, on a eu les Italiens, les Bersaglieri avec leur chapeau à plumes, c'était des comiques, c'est pas tout. On se demande ce qu'ils vont faire là. Hein. Les Bersaglieri qu'on appelait. En occupation aussi. Oui, en occupation, oui. On a toujours été occupés, Bolène, et je ne sais pas pourquoi. Parce que quand même, on était, je vous dis, c'est sur le livre que j'ai de Bolène, qui parle de l'histoire de Bolène, on était marqué à l'encre rouge, mais ça depuis très très longtemps, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Les bombardements, vous avez été inquiété par les bombardements? Ben, les bombardements, ben si, mais au début, on a dû à la plateforme qu'on appelle un truc, on voyait qu'ils bombardaient. On n'a jamais été bombardé directement. On a bombardé Pont-Saint-Esprit, vous ne connaissez pas Pont-Saint-Esprit? Ça, on l'a bombardé parce que là, il y avait une citadelle, je ne sais pas pourquoi. Et non, nous, on n'a jamais été bombardés. Voilà. Par rapport aux Juifs, pareil, vous n'avez pas vu peut-être de... Les Juifs, alors les Juifs, pour nous, c'était un peu des gens, un petit... On ne craignait pas, mais on avait compris tout de suite que c'était des gens à part. Non, les Juifs, c'est des gens qui ne cherchent pas à rentrer, ils vivent entre eux, mais ils ne cherchent pas à se mélanger à la population. Non, non, non. Parce que les Juifs, il ne faut pas oublier que c'est les premières fortunes du monde quand même. Hein. Alors ils ont une vie plus... Pourtant, on avait des Juifs sur Bolène. Hein. Les Rosenberg, on avait les Rosenberg, ils ont tous été fusillés, ces Rosenberg. Hein. Voilà. Ah, ils ont été fusillés? Ah oui, oui, oui. Rosenberg, oui. Ils ont été fusillés. Oh, parce qu'après la libération, ça n'est passé des choses à la libération. Il y a des gens qui sont morts qui ne méritaient pas de mourir. Moi j'ai vu des gens, j'étais là, j'étais toujours là où il ne fallait pas. On leur mettait les doigts dans une presse, vous savez, une presse, et on appuyait la presse dessus, et on serrait, tant qu'on n'entendait pas craquer les os. Ah non, c'était... Ah. Hein? Et moi j'ai vu l'exécution de 3 miliciens. Voilà, sur la place de la mairie, il y a une foule, tout ça. Et cette foule, ben, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire au cimetière? Bon, moi, j'ai suivi. Alors, c'était 3 collaborateurs. Ils avaient dénoncé beaucoup de gens. Mais par contre, ils ont été tués, mais pas par le maquis de Bolène, parce que ça, ils ne pouvaient pas le faire. C'est le maquis de Montélimar. Au cimetière, tous les 3, ils les ont exécutés tous les 3. J'ai vu 3 miliciens tomber. Pourquoi c'est le maquis de Bolène ne pouvait pas le faire? Parce que, pour des raisons qui n'étaient pas justifiées, des fois ça aurait pu être parce qu'on n'était pas d'accord, parce que des histoires familiales, tandis qu'en étant le maquis de Montélimar, qu'ils ne les connaissaient pas du tout, là ils ne se sont pas posé de problème, toc, allez, 3 coups de truc, et voilà. Ils sont tombés tous les 3. Ils n'ont pas essayé de résister ou de... Non, pas du tout, non. C'est quand même... Quand je plus maintenant parce que je ne peux plus aller, mais quand j'allais au cimetière, l'entrée, vous savez que je les vois toujours devant moi, c'est ces 3. C'était quand même 3 êtres humains, hein, voilà. Mais pourquoi ils avaient choisi le mauvais côté de l'histoire, c'est tout, hein, voilà. C'est vrai. Et la vie pendant la guerre, je me demandais aussi par rapport aux restrictions, est-ce que vous avez souffert là aussi de la faim? Oh oui, mon Dieu, si je vous disais ce que j'ai fait moi pour de la nourriture, j'avais un bonhomme, c'était un voyou. Disons que mon mari, c'était un enfant naturel qu'on appelait à l'époque. Mais son père habitait Bolène et il avait un vélo. Alors il me disait, je te prête le vélo. Alors j'allais chercher un morceau de pain à Saint-Paul, à vélo. Il me dit, mais tu m'en donnes la moitié du pain. Oh oui, on a faim. Mon Dieu, qu'on a souffert de la faim. Incroyable. Ce que les gens volaient dans les terres. Oui, on avait peur parce qu'on pouvait sortir que la nuit finalement. Oui, mais la nuit, si les Allemands ils tiraient dessus. Hein. Et par contre, pendant la guerre, il y a une certaine catégorie de paysans qui étaient encore plus salauds que les Allemands, les profiteurs. Il y a eu une race de paysans, ça devait être des paysans très pauvres, qui ont vu une manne devant eux, et ceux qui ont profité de cette guerre, c'est incroyable le profit que certains paysans ont fait. Comment ça? Eh bien, parce qu'ils vendaient au marché noir. Moi, je travaillais, mon frère travaillait dans une ferme, et par ce biais-là,
il avait réussi à me faire, il m'a dit au moins tu viendras, tu mangeras un petit peu. Et alors cette ferme, des gens, je pense que c'était des Marseillais, alors les femmes elles arrivaient, des grandes robes, alors du beurre qu'elles mettaient sous leur, comme si elles avaient été enceintes, tout le monde, oh, il y en avait des femmes enceintes qui prenaient le trait. J'ai vu tout ça. Et caché. Eh bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis après, il s'était installé un gros trafic avec les cigarettes américaines, vous savez. Il s'est fait un trafic autour de ces... Un paquet de cigarettes américaines, vous aviez n'importe quoi avec ça. Comment on se les... Eh bien, je ne sais pas. Tout ça, il fallait connaître, il fallait tomber sur le bon truc. Hein. Parce que je me rappelle, une fois, avec mon mari, on va chez voir son cousin, justement, qui habitait Marseille. Et son cousin lui dit, écoute, on va aller à un endroit, tu pourras partir, tu pourras prendre quelques paquets. Après, ça se revendait au marché noir, les cigarettes. On faisait une fortune avec ça. Et je me rappelle, on y va. Et alors, j'avais un chemisier, là, j'étais tout plein de cigarettes par-dessous. Si on nous avait arrêtés, on n'aurait pas arrêté mon mari, on m'aurait arrêté moi. Et, oh mon Dieu, quand j'y pense. Tout ça pour manger. On aurait fait n'importe quoi pour manger. J'ai une question par rapport aussi à votre mari. À partir de quand vous avez commencé à vous fréquenter C'était pendant la guerre ou après? Ben, c'est sûr. Ben, la guerre, il n'y avait pas trop de choix pendant la guerre. Hein. Alors bon, après le maquis, quand le maquis, bon, après ils pouvaient aller à Avignon, je ne sais pas, rentrer dans la milice, enfin, je ne sais pas quoi. Et puis, c'est mon papa. Mon papa. Je le voyais comme ça, mais sans savoir, vous savez, on se parlait comme ça. Et mon père, qui voyait loin, très loin, plus que ma maman, il avait dit, un jour il le fait venir, il lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te marier? Bon, mon mari, ben oui, ben voilà, ça s'est fait comme ça. Sans plus d'histoire, sans plus de préambule. C'était direct. Une fourriture, il n'y en avait pas avant, hein, voilà. Il vous plaisait? Oui, si, il était beau garçon, oui. Et puis moi, ça me flattait. Comment on appelle, j'étais une des plus belles filles de Bolène. Seulement, il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien à faire. Et son premier, alors qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Il travaillait chez un brasseur et il portait tout ça avec la carriole et à pied. Il portait la limonade avec tout ça. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne me rappelle plus tout ce qu'il a fait. Et puis après, un jour, il connaissait un monsieur qui lui a dit comme ça, écoute, il lui a dit, si tu veux, moi j'ai un stand de tir, un petit stand de tir, si tu veux, ça va être la fête du puits, ça va être la fête du quartier, si tu veux, installe-le, et si ça te convient, je te le donne. Voilà. Bon, ce petit tir, et puis ça y est, notre travail de forain est parti de là, de ce petit tir. Ensuite, moi j'ai eu un petit manège, voilà. On a eu ça, on a eu des grandes balançoires aussi. Qu'est-ce que j'ai eu? Je ne sais pas trop, beaucoup de choses. Et puis, j'ai conservé, mon dernier truc, c'était un manège d'enfants. Vous étiez installé où? De partout. On faisait le secteur, on n'allait pas très loin. Parce que nos premiers, après on avait un petit véhicule, mais nos premiers transports, c'était un charretier qui nous amenait avec son petit âne, je ne sais pas quoi, avec tout le chargement de tout. Mais on marchait à côté, on ne pouvait pas y monter. La marche à pied, ça me connaît. Quand j'y passe. Donc vous arriviez avec ce charretier, Ah oui. dévaliez... Oui. Un jour, je me rappelle, c'était en plein été, là, le charretier. Et parce qu'il faisait il y avait trop, en 2 fois. Alors moi, je partais avec le premier. Alors, c'était près de la gare, alors un tas de trucs. Alors moi, je me mets là, fatiguée, j'ai dû m'endormir, là. Alors j'entendais déjà, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Mais elle est saoule, elle est malade. Oui, j'étais saoule, mais de fatigue. Vous n'avez jamais été saoul Ah non. Non, saoule, j'ai jamais bu de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. Mais vous savez, on peut boire à l'occasion.
Mais non, mais pas du tout. Alors c'est ça, ma longévité, quand je parle des fois, ou que je vais chez un docteur, mais qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai rien fait. Mais j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, j'ai jamais trop mangé. Voilà. Mais ça explique beaucoup de choses, mais c'est surtout, c'est que chez moi, on devient très vieux. Ma maman, elle avait 101 ans quand elle est décédée. Je vais poser une question qui est très générale. Vous allez voir, c'est une question pas facile, qui ne concerne pas forcément votre mari ou votre papa. De façon très générale, qu'est-ce que vous pensez des hommes? Pour moi, il y a les bons et les mauvais. Mais un homme, il ne faut pas oublier, ça reste toujours un homme. Voilà, c'est un macho. Non, mais vous comprenez, à plusieurs degrés. Hein, mais, mais même avec le progrès de maintenant, c'est toujours un homme. Parce qu'un homme fera beaucoup de bêtises, on lui pardonnera, on n'en parlera même pas. Que les femmes fassent le centième des bêtises d'un homme, tout de suite elles sont mises sur... Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. On permet trop de choses aux hommes qu'on n'autorise pas chez les femmes, je trouve. Quoique ça a un peu changé quand même. Il y a des femmes maintenant qui sont... Mais quand même, un homme, quelque part, ça reste toujours un homme. Est-ce qu'il y a une avancée pour la femme qui vous a marqué? Un progrès pour la femme? Un progrès pour la femme? Ah oui, c'est déjà dire à son mari, tu m'emmerdes. Excusez-moi, c'est vrai. Parce qu'autrefois, on n'ouvre même pas la bouche. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Si, je trouve que c'est bien. C'est très bien, je trouve. Oui. Vous avez déjà dit à votre mari qui vous emmerdait? Ah oui, plus que ça. Hein. Ah oui. Je disais, comme c'est que je lui disais, écoute, si tu trouves que je suis une bouche à nourrir, moi je peux gagner ma vie toute seule, j'ai pas besoin de toi, moi. Bref, tu t'es trouvé sur mon chemin, tu aurais peut-être quelqu'un d'autre, alors sois bien content, c'est bon, terminé. Fin de la conversation. Non. Ah mais moi j'ai toujours pensé que si un homme portait la moitié des enfants qu'ils ont fait, il n'y aurait pas de naissance. Il n'y aurait plus d'enfants. Non. Ça, c'est une force capitale pour la femme, de porter un enfant. Ça, c'est un truc, c'est incroyable. L'homme ne peut pas le faire, ça. Ben, c'est lui qui le fait, mais n'importe qui peut le faire. Mais c'est la femme qui le porte. Ça, personne d'autre ne pourra jamais le faire, hein, à sa place. Ça, pour les femmes, c'est terrible, ça. C'est un gros atout dans leur vie, je trouve. Un atout? Oui, un atout dans leur vie, oui. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent se placer au-dessus de l'homme. Voilà. Le macho voilà. L'homme, il part du principe qu'il se figure toujours que la femme a besoin de lui pour vivre. Mais c'est faux à l'heure actuelle. On ne vit plus comme ça. Une femme peut très bien vivre toute seule. Maintenant, ça se fait, mais autrefois, non. Autrefois, non. Il fallait qu'il y ait un homme dans la maison. S'il n'y avait pas d'homme, c'était pas une famille. Voilà. Ça portait en brioche. Comment? Ça partait en brioche. Ça veut dire, ça se fritait, quoi. La brioche qui s'écrase. Ça, c'est des expressions méridionales. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de bientôt avoir 98 ans? Bien, tous les matins, je suis reconnaissante à la vie de me trouver en vie. Parce que le soir, je me couche, on ne sait jamais. Quoique, il n'y a pas d'âge là-dessus. Mais malgré mes misères, tous les matins, je suis contente d'être en vie. Que je vais me lever, je vais voir le soleil, je vais voir mon chat que j'adore, c'est mon compagnon de tous les jours. C'est tellement important, la vie. C'est tout, la vie. Les hommes, pourquoi ils se battent pour la vie? Jamais rien remplacera la vie. Alors, je trouve, je me dis, ah ben, encore un jour de plus. Je me dis un jour de plus, voilà. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Comment vous appréciez votre quotidien aujourd'hui? Heureuse. Mais je suis heureuse quand je vois mes filles. Je suis heureuse de pas grand-chose. Vous savez,
heureuse des fois d'un bon petit repas, parce que c'est tellement mauvais d'habitude quand c'est meilleur. Mais je suis heureuse de voir les sportifs français. J'adore le foot, j'adore tout ce qui est sport, le foot, le rugby, je me régale de tout ça. Si, de peu de choses, voilà. D'être en vie, voilà. La nature en face. La nature en face et les arbres. Oui, je me dis, c'est ça, ça met tant de temps pour pousser, là. C'est vrai. Et c'est là que j'en reviens, je me dis, voilà, un arbre, ça pousse comme ça, là. Je dis, pourquoi pas l'être humain? C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de fin. Il y a une suite après. Il y a une suite après la vie, c'est obligé. Mais quand tu vois qu'une herbe, elle repousse, une mauvaise herbe, ça repousse, pourquoi pas l'être humain? Alors on repousse sous quelle forme, je n'en sais rien. Mais je pense qu'il ne peut pas y avoir de fin. Ce serait logique, hein? Il y a une fin, on ne la connaît pas. Peut-être qu'ils sont heureux, personne n'est jamais venu nous le dire, on ne sait pas. Et ça m'intrigue, ça. Beaucoup. Ça vous fait peur de partir? Non, pas peur du tout, non, 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 non. Alors là, vous abordez, parce que là, j'aborde souvent avec mes filles le jour de mon départ, forcément. Mais elles ne veulent rien savoir. Mais je leur dis, mais j'ai 97 ans, vous vous rendez pas compte? Mais non, mamie, mais non. Mais non, mais non, mais non. Et si, et si. Que faire? Vous savez, quand ça tape à la porte, elle s'ouvre la porte. Là, on ne peut pas. Que vous soyez n'importe quoi, quand le moment est arrivé. Parce que quand on est déjà, on peut savoir que vous allez mourir, mais on ne sait pas, heureusement. Vous êtes né, si vous êtes né, peut-être, c'est que vous allez mourir. C'est la fin de tout le monde. Et ça, quand même, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours être immortel, parce que sinon, voilà. C'est pour ça que je pense que puisqu'on ne peut pas tous rester sur la Terre, c'est pas possible, il faut trop de place. C'est pour ça que, quelque part dans le ciel, dans l'irréel, on a une deuxième vie. C'est la suite de la vie qu'on a sur Terre. Alors, là-bas, c'est là où j'ai. Alors, souvent, je dis aux petites filles que je serai là-haut, là, je vous ferai des coucous, là. Mais tais-toi, arrête-toi. Pourquoi? Mais, c'est un sujet que je ne dois pas aborder, moi.